Good Morning Business, la matinale de l'économie. Avec nous ce matin, ils ont beaucoup de choses à dire. Emmanuel Le Chypre, bonjour. Bonjour à tous. En face de vous, Jean-Marc Daniel. Comme tous les jours, Christian de Boissieu est avec nous en visio. Bonjour Christian, on a donc les meilleurs économistes de la place pour débriefer la crise politique actuelle. Mais vous allez devoir patienter encore 3 secondes parce que j'aimerais qu'Annalisa Capellini nous dise ce qu'on dit de nous dans la presse étrangère aujourd'hui. Quand on parle de la crise politique, on pointe un responsable aujourd'hui, c'est Emmanuel Macron. Absolument, c'est lui le canard boiteux d'Europe, c'est comme ça que le définit le Times. C'est lui qui a fait plonger le pays dans une crise démocratique sans précédent. Il démantèle carrément l'héritage du général de Gaulle et c'est lui qui fait replonger le pays dans le désordre des années 50. Selon le Times, le dirigeant est affaibli. Désormais, il est incapable d'imposer une quelconque vision à son Parlement divisé et réfractaire. Même son de cloche chez nos confrères suisses avec Le Temps qui nous dit qu'Emmanuel Macron a poussé le bouchon beaucoup trop loin et que finalement, cette absence sur la scène nationale l'a pénalisé. Il avait peut-être les idées ailleurs entre 2 sommets internationaux qu'il a enchaînés ces dernières semaines. Son camp, en tout cas, semble avoir perdu définitivement toute crédibilité. Pour les Italiens de Repubblica aussi, le Premier ministre a délaissé la politique intérieure. Il s'est concentré sur ses dossiers internationaux. C'est donc un leader sur la scène internationale. Faible à Paris, c'est là tout le paradoxe Emmanuel Macron qui sera crucial pour l'avenir européen. Ce qui inquiète la presse étrangère, c'est notre incapacité totale à faire quelque chose pour nos finances publiques. Bien sûr, parce qu'ils comprennent qu'il n'y a pas de porte de sortie politique facile, immédiate, et donc ça aura un impact lourd sur les finances publiques. C'est ce qu'on lit dans le Financial Times. Aucun Premier ministre intérimaire ne disposera de la majorité nécessaire pour réduire significativement les dépenses publiques. Le FT qui s'inquiète d'un secteur en particulier, c'est celui des banques qui risquent d'être durement touchées par tout choc sur l'économie. Tension sur les marchés, soulignée aussi par les Italiens de Il Sole qui alertent sur le risque d'une perte de confiance des investisseurs. Merci beaucoup Annalisa Capellini. Jean-Marc Daniel, c'est quoi votre analyse de la crise économique, de la journée qu'on a vécue hier? Moi, ce qui m'a frappé dans la journée qu'on a vécue hier, c'est effectivement, on parle de retour aux années 50, c'est le côté un peu puéril des raisons pour lesquelles la crise est née. C'est-à-dire, c'est parce que Bruno Le Maire est venu au gouvernement, est rentré dans le gouvernement sans que ses anciens amis et anciens partenaires politiques... C'est peut-être infusible. ...étaient prévenus. Quand vous écoutez le discours de M. Retailleau, il exprime effectivement une forme d'agacement, non pas sur la ligne politique, mais sur la personne de Bruno Le Maire. Il est vexé. Et donc, on recrée une sorte de crise gouvernementale autour de susceptibilité et de réactions un peu épidermiques. Alors, sur le fond, après, moi, ce qui me frappe, c'est 2 comparaisons qui ne me paraissent pas tout à fait pertinentes. Avec Liz Truss, le problème du Royaume-Uni, c'est que le Royaume-Uni, quand Liz Truss a présenté son budget, avait un déficit extérieur considérable, ce qui est aussi le cas de la France, mais la différence entre le Royaume-Uni et la France, c'est que l'Allemagne paie pour la France, alors que l'Allemagne n'a pas payé pour le Royaume-Uni. Et donc le Royaume-Uni, il est en ligne directe face au marché. Donc heureusement qu'on a les Allemands dans cette crise politique. Alors qu'on a les Allemands dans cette crise politique. Le deuxième élément qui me paraît effectivement, c'est de considérer que de toute façon, on n'a pas de budget. On a toujours un budget. Effectivement, les délais sont extrêmement serrés, mais à l'heure actuelle, l'État continue à tourner. Non seulement l'État, mais la France continue à tourner. Écoutez, ce matin, j'ai pris le bus. Il y avait exactement les mêmes personnes dans le bus pour aller travailler. C'est-à-dire les personnes... Les bus fonctionnent, c'est déjà ça. Et les bus qui vont nettoyer le ministère, les gens qui étaient dans le bus qui vont nettoyer le ministère de la Défense, qui est notre voisin, étaient là aussi. Et donc, il y a, pour l'instant, effectivement, il y a une forme d'inertie économique qui fait que je pense que la menace de l'apocalypse n'est pas tout à fait pertinente. Inertie économique, Emmanuel Le Chypre, jusqu'à ce qu'on arrive à une récession, on pourrait revoir les objectifs de croissance à la baisse pour l'année prochaine. Oui, moi je suis... Alors déjà, Macron, responsable, dit la presse étrangère, Macron il n'est pas responsable, il est le révélateur en fait de 40 ans d'errement en matière de politique économique, de manque de courage politique. Il hérite finalement d'un lourd passif accumulé par Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy, François Hollande, etc. Donc c'est la dissolution, sa responsabilité. Oui, alors c'est la dissolution, mais encore une fois, c'est un révélateur. Je veux dire, le monde politique français, je sais même plus si je l'ai évoqué avec vous hier, c'est cette évolution de l'Assemblée nationale qui est devenue
une espèce de scène de... Je vous ai parlé de l'étude hier de... Oui, absolument, c'était avec nous. C'était hier, on était là. Je perds la tête. Voilà, et donc du coup... Ça devient un cirque, quoi, l'Assemblée nationale. Ça devient un cirque où tout est fait pour attiser les clivages. Moi, j'étais frappé hier, Jean-Marc parlait de puérilité, si vous voulez, ils étaient tous là, c'est pas moi, c'est l'autre, comme dans la cour de récré, et puis nous, on sait très bien ce que les Français y veulent. Alors, ils savent tous ce que les Français veulent, mais voilà. Donc après, moi, je suis beaucoup plus inquiet que Jean-Marc sur la situation économique. Comme le disait Annalisa, je suis tout à fait d'accord. En fait, les marchés, les investisseurs considèrent qu'il y a 2 hommes malades en Europe, c'est la France et l'Allemagne. Sauf que l'Allemagne, elle a les moyens et la volonté politique de s'en sortir. La France n'a ni l'un ni l'autre. Et donc, on voit effectivement cette situation politique extrêmement compliquée qui va non seulement générer de l'attentisme. Le problème, c'est qu'on est dans un environnement qui est extrêmement conflictuel, extrêmement difficile, et que quand vous mettez bout à bout aujourd'hui les mesures protectionnistes de Trump, la chute du dollar, la déferlante chinoise qui va prendre une nouvelle et qui est déflationniste, qui est purement déflationniste. Je veux dire, on est au bord d'un effondrement au moins industriel. À défaut d'effondrement économique qui va être considérable. Et donc, moi, ma crainte, c'est que davantage que la crise financière qu'on évoque en permanence sur nos finances publiques, etc., ce soit la crise économique qui nous rattrape. Christian, allez-y Jean-Marc, et après on donne la parole à Christian. À partir du moment où Emmanuel de Chypre nous dit que c'est la Chine qui va nous déverser des produits à bas prix, Emmanuel Macron n'y est pour rien. Non, je suis d'accord. C'est juste le contexte. C'est une question de contexte aussi. Oui. Vous vouliez défendre Emmanuel Macron, Jean-Marc. Non, mais s'il y a je trouve qu'effectivement, ce procès qui est fait au fait que quelqu'un a appelé le peuple, c'est-à-dire il a dissous, il a appelé le peuple à voter, et on dit, oh, quelle erreur. Mais enfin, dans une démocratie, quand on demande au peuple de voter, ça me paraît pas une erreur, ça me paraît un réflexe assez naturel. Alors ensuite, qu'il y a un problème de conscience de la réalité de ce que vit le peuple. Ce que je veux dire, il dit la classe politique, je sais ce qu'il faut faire, je sais ce que veut le peuple. Et ce qu'ils n'arrêtent pas de dire, c'est qu'il faut du pouvoir d'achat. Encore une fois, il y a un moment où il faut tenir au peuple. Ça tombe bien, il y a les produits chinois. Il y a les produits chinois qui vont apporter du pouvoir d'achat. Et il faut peut-être dire au peuple que, comme le disaient les Écritures, si tout travail mérite salaire, tout salaire exige travail. Donc il faut aussi dire au peuple, de temps en temps, un certain nombre de vérités. Et la toute dernière remarque que je ferai, c'est que effectivement, on a une vision un peu nombriliste, c'est la France, mais les États-Unis sont en shutdown. Le Japon n'a toujours pas de Premier ministre, et celle qui est pressentie pour être Première ministre a fait effectivement l'apologie des Abenomics qui n'ont pas marché. Donc, dans les pays du G7, on est quand même dans une situation qui est une situation où la France est peut-être l'homme malade, mais elle est hélas pas la seule à être malade. Christian, mais vous voulez pas, il y a Christian qui est là. Juste, demain, on reçoit dans la librairie en fin de semaine Nicole Nesotto qui publie un livre dont le titre de travail s'appelait L'effondrement de l'Occident. Voilà, et titre qui a été changé par l'éditeur Odile Jacob, qui n'a sans doute pas osé aller si loin. Ça n'empêche que c'est les 2 premières phrases quand même de son livre. Bon, Christian de Boissieu est avec nous. Christian, je me bats pour vous donner la parole, mais c'est pas facile entre Jean-Marc et Emmanuel. Vous connaissez le sujet évidemment. Est-ce que notre risque, donc, c'est des taux qui explosent et une crise financière un peu brutale, ou, comme disait Jean-Marc ou Emmanuel, plutôt une récession qui arrive, une dégradation comme ça, un peu plus lente de notre économie jusqu'à l'effondrement industriel? Moi, je pense que nous sommes exposés aux deux. C'est pas fromage ou dessert, si je puis dire. C'est fromage et dessert, c'est-à-dire que nous sommes menacés effectivement d'une rupture. Alors pas aujourd'hui, on verra, mais il peut y avoir un décrochage en termes de confiance ou de défiance qui augmente brutalement nos taux d'intérêt et nous met dans la nasse. Hausse des taux d'intérêt, menace de récession, montée du chômage, etc. Bon, et puis je pense que par-delà ce qui pourrait être un choc brutal, il y a quand même, nous sommes menacés d'une dégradation économique, financière relativement lente. C'est-à-dire que les 2 rythmes peuvent se conjuguer, à la fois une discontinuité et puis, j'allais dire, une descente. Pas aux enfers, mais une descente dans un contexte difficile. Moi, je ne comprends pas bien, pour tout vous dire. Je comprends nos amis, je viens d'entendre Jean-Marc et Emmanuel, mais je ne comprends pas bien pourquoi certains partis politiques jouent le jeu de la dissolution. Je comprends pourquoi le Rassemblement national joue ce jeu-là. Je ne comprends pas pourquoi le Parti socialiste continue à demander la suspension de la réforme des retraites. Ça me paraît irresponsable dans le contexte actuel. Je ne comprends pas bien pourquoi les LR
pense peut-être gagner à une dissolution et continue à réclamer des baisses d'impôts massifs qu'on ne peut pas financer. Donc le débat, c'est pas taxe Zuckman ou pas taxe Zuckman, le débat, c'est budget ou pas budget. Bon, et moi j'espère encore, parce que je crois au Père Noël, que d'ici demain soir, il peut y avoir un compromis. Bon, s'il n'y a pas de compromis d'ici demain soir, je ne sais pas où on verra peut-être la dissolution. Et je répète, il y a des partis qui se font des illusions. Le gagnant sera le Rassemblement national et les autres partis se font des illusions en pensant qu'ils ont intérêt à gagner, à ne pas faire de compromis. Christian de Boissieu croit encore au Père Noël. Jean-Marc Daniel, vous aussi ou pas? Oui, plus ou moins, parce que dans le raisonnement de Christian de Boissieu, il y a effectivement 3 éléments que je trouve importants. La première, c'est cette histoire de sparadrap du capitaine Haddock qui est devenu la réforme des retraites, c'est-à-dire on n'arrive pas à s'en débarrasser. Et effectivement, ce qu'il y a d'aberrant, c'est que le Parti socialiste, qui a été quand même à l'origine du rapport Charpin dans les années 90, des réformes Touraine où on a rallongé la durée de cotisation qui revient de façon mécanique pour les gens qui sont en préparation de départ à la retraite, à augmenter leur durée du temps de travail et augmenter l'âge de départ effectif à la retraite, que le Parti socialiste en fasse une espèce de blocage, de même sur la taxe Zuckman. Tout le monde voit bien que c'est une espèce de gestuelle universitaire. C'est un enchaînement de totems, quoi. C'est un enchaînement de totems totalement artificiel. La deuxième chose, c'est que je pense qu'effectivement, tout le monde voit bien que s'il y a une dissolution, le Rassemblement national a intérêt à la dissolution parce qu'il va récupérer 80 députés de plus, ce qui lui permettra de ne pas être majoritaire, donc de continuer à être dans l'opposition. Et 80 députés de plus, c'est une manne financière considérable pour ce parti qui, il y a encore une quinzaine d'années, trafiquait les comptes pour essayer d'arriver à équilibrer son budget. Donc je pense que tous les autres devraient réfléchir, tous les autres qui disent mon objectif c'est d'éviter l'extrême droite, la droite extrême, tout ça, ils devraient réfléchir que leur positions qui sont des positions totalement absurdes et totalement artificielles, ont comme conséquence de préparer l'arrivée de ce parti qu'ils réclament comme étant un parti hors de l'arc républicain. La troisième réflexion que je ferais, c'est qu'effectivement, il y a quand même des tendances lourdes dans l'économie qui dépassent le contexte politique. Et le problème, et donc là je rejoins ce que disait Emmanuel, c'est l'absence de courage depuis Jacques Chirac de nos dirigeants face. C'est-à-dire qu'ils vivent toujours sur le théorème de Chirac. Au moment où Bruxelles le condamne, ils répondent de toute façon, ils ne vont pas nous envoyer des chars, ils n'en ont pas. Donc ce sentiment d'impunité vis-à-vis de la réalité économique et budgétaire, qui est Macron, si je devais le critiquer, puisque vous prétendez que je le défends, la grande critique que je ferais, c'est quand il a reçu le prix Charlemagne en 2018, avant la crise des Gilets jaunes, avant tous les problèmes qu'il a eu dans ses 2 mandats, il a fait une déclaration à Aix-la-Chapelle en disant « il faut se débarrasser du fétichisme des excédents budgétaires et commerciaux ». Mais non, il ne faut pas s'en débarrasser. Ça vous a fait mal aux oreilles. Oui, ça m'a fait mal depuis. Je souffre depuis. Annalisa. Peut-être que quand on se compare, on se console parce qu'on n'est pas seul dans cette situation. La France n'est pas seule. C'est le Economic Times que vous connaissez, Jean-Marc, le quotidien de New Delhi, qui fait remarquer avec une pointe d'ironie qu'il y a plusieurs pays, des économies très avancées, qui ont fait des choix politiques, qui ont créé du chaos économique. Il y a effectivement les États-Unis avec le shutdown. Il y a le Japon qui doit gérer la dette la plus lourde du monde. Il y a le lent calvaire de la Grande-Bretagne qui doit gérer son prochain budget. L'idée, c'est que ces problèmes purement politiques pèsent sur les grandes économies et surtout qu'il n'y a pas de sortie possible, il n'y a pas d'issue selon les Indiens du Economic Times. Merci beaucoup à tous les 4 de m'avoir accompagné pendant cette demi-heure. Merci à Christian de Boissieu qui était avec nous par visio, Jean-Marc Daniel, Emmanuel Chypre et Annalisa Capellini.